la lutte contre l'insécurité, les autorités ivoiriennes, parfois, le justifient notamment par des arrestations et détentions arbitraires. Je disais, et Philippe a eu l'occasion de le spécifier, nous avons rencontré, je dirais, plus de 50. On n'est pas là pour faire un nombre exhaustif. Nous avons rencontré des dizaines de détenus à la prison centrale, à la Maka. Nous avons également rencontré des détenus dans les différents endroits cités, notamment à Bundiali et à Korogo. Nous avons également rencontré des anciens détenus et d'autres détenus qui étaient également dans des endroits qui n'étaient pas, à nos yeux, reconnus par l'administration pénitentiaire, des lieux de détention illégaux. Je vais citer simplement deux exemples. Il y a notamment le génie militaire d'Adiamé, où on a eu l'occasion de rencontrer 3 détenus, 3 prisonniers. Ces 3 prisonniers que nous avons rencontrés faisaient partie d'un plus grand nombre de détenus quand nous y étions. Mais nous n'avons pas eu la chance de rencontrer l'ensemble des détenus au génie militaire, puisque, chose étonnante, pour la première fois durant leur détention, ces détenus avaient eu la possibilité d'effectuer une petite promenade sous bonne garde dans des véhicules militaires. Pour vous dire que les démarches que nous avons faites pour rencontrer les détenus au génie militaire, on nous a montré seulement 3 détenus. Les autres ont pu bénéficier d'une petite promenade, notamment certains avaient été emmenés dans plusieurs quartiers, dans des véhicules militaires, et peu de temps après notre départ du génie militaire, certains ont été inculpés et nous avons eu la possibilité de les rencontrer à la Maka. Également, d'autres détenus, d'autres prisonniers avaient été détenus à la place de la Liberté, à Yopougon, au camp militaire, qui est une construction nouvelle. Et quand nous y étions, quand nous sommes passés là-bas, nous avons rencontré le commandant de ce camp, et sa phrase, je cite, « Il n'y a pas de violon ici ». Or, en 2012, il y a plus de 50 policiers et militaires et des civils qui avaient été arrêtés et détenus dans ce camp. Certains ont été libérés sans charge et sans jugement après. Mais durant leur détention de plus de 3 mois, plusieurs d'entre eux ont été torturés. Nous avons pu, dans le rapport dont vous aurez une copie, on a pu prendre des photos de certaines personnes qui montrent notamment des traces de plastique fondu sur le dos. Donc beaucoup de détenus avaient été torturés au plastique fondu dans le dos. D'autres ont été plongés, tenus par les pieds et ensuite plongés dans des barriques d'eau. Par ailleurs, nous avons pu également rencontrer des personnes qui avaient été détenues avec un sergent-chef, Serge avec Cribier. Sa photo est dans le document. Il a pu obtenir l'Ordre national du mérite après, on ne sait pas pourquoi. On prétend qu'il est décédé lors des combats. Or, nous avons l'information qu'il avait été arrêté à San Pedro et ensuite qu'il est décédé sous la torture à l'électricité. Donc, voilà pour vous expliquer un tout petit peu la situation post-électorale après la chute de Laurent Gbagbo. Amnesty reconnaît que l'État ivoirien a le droit de poursuivre des personnes qui sont soupçonnées de crimes graves. C'est un droit de l'État ivoirien, de tout droit, et Amnesty a toujours demandé à ce que les responsables de violation des droits de l'homme soient traduits devant une cour de justice.
Mais cependant, nous voyons que dans ce combat pour mettre fin à l'impunité, il y a simplement un seul camp qui est visé. Pour l'instant, il n'y a que des partisans avérés de Laurent Gbagbo ou d'autres qui sont identifiés avec Laurent Gbagbo qui sont poursuivis devant des tribunaux de justice. En revanche, ceux qui ont soutenu le président Alassane Dramane Ouattara ou qui étaient avec les forces nouvelles dans les années 2002 n'ont jamais été inquiétés. Je vais donner simplement deux exemples pour vous montrer cette lutte contre l'impunité qui est, à notre avis, très sélective. Il y a plusieurs hauts responsables de l'ancienne administration de Laurent Gbagbo qui sont en détention dans différents endroits du pays. En revanche, les personnes qui ont soutenu notamment les forces nouvelles et qui ont soutenu le président Ouattara n'ont jamais été inquiétés. Je vais donner simplement deux exemples patents sur lesquels j'ai personnellement pu travailler. Il y a notamment l'arrestation et la détention des gendarmes en septembre 2002. Beaucoup d'entre vous, sinon également l'opinion internationale, avaient pu voir la photo des gendarmes qui avaient été arrêtés en octobre 2002. Et Amnesty, on a eu la possibilité d'élargir un tout petit peu le cadre de cette photo pour voir ce qui s'était passé. Et quand vous ouvrez le cadre, quand vous agrandissez le cadre, vous découvrez tout à fait autre chose. La première photo qui a été publiée de ces gendarmes, c'était des gendarmes qui étaient conduits à la prison de Bouaké. Ensuite, on n'en a plus parlé. Donc, je disais, nous avons eu la possibilité d'élargir ce cadre. Et qu'est-ce que nous avons découvert? Nous avons rencontré quelques survivants et nous avons appris qu'une soixantaine de ces gendarmes, ainsi que leurs enfants, avaient été exécutés sommairement. Et moi, je me souviens très bien d'une personne que je connais dans mon bureau, qui me parlait notamment de son oncle, un dioula, Messolo. Il me disait, mon tonton est arrêté. Alors je lui dis, mais vous pouvez me donner plus de détails? Et quand j'ai comparé avec la liste que j'avais, son oncle faisait partie des personnes disparues. Mais je vous raconte cette histoire parce que c'est extrêmement touchant, parce que je vois cette femme régulièrement, parce qu'elle travaille à Amnesty, et j'ai eu beaucoup de difficultés avant de lui dire que son oncle était porté disparu. Son oncle avait été arrêté en 2002, il était avec ses deux enfants, un avait été exécuté, l'autre était blessé. Quelque temps après, ils sont venus prendre des personnes qui étaient décédées. Ensuite, ils ont pris les blessés. Et quand ils ont pris le fils, le père a dit « je viens avec vous ». Donc, pour vous donner un exemple, vous voyez, donc, pour nous, c'est important, cette lutte contre l'impunité. Il ne faut pas qu'elle soit sélective. Je donne cet exemple du gendarme de Bouaké, mais je vais vous donner également un autre exemple qui m'a beaucoup... cette image me revient régulièrement d'une femme au prénom d'Anne que j'avais vue après Djekwe, à Guéibli. Elle me racontait comment son père avait été exécuté devant elle, puis jeté dans le puits. Et quand je lui avais demandé, mais quel est votre sentiment, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous ressentez, elle me disait, j'ai les cœurs serrés, je ne peux plus parler. Et on l'a revu quelque temps après, quand on avait publié le document, on lui a remis le document, on l'a rencontré en avril 2011, on l'a revu en juin 2011, on lui a remis le rapport qu'on avait fait. Et là, cette année, l'année dernière, en septembre et octobre 2012, je l'ai revu, j'ai demandé de ses nouvelles, alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous souhaiteriez maintenant? Et elle m'a dit cette phrase extraordinaire, elle m'a dit, il y a trop de sang qui a coulé dans ce pays, les personnes qui ont exécuté mon père, nous les connaissons, nous ne voulons plus verser encore du sang, mais nous souhaitons simplement que le responsable de ce crime soit jugé. C'est remarquable. Vous voyez, la demande des victimes, c'est de demander à ce que justice soit faite.
Et nous pensons que c'est important, vous voyez, on parle beaucoup de réconciliation post-électorale. C'est un mot qui revient régulièrement comme c'est le leitmotiv de tous les discours politiques depuis que je travaille sur la Côte d'Ivoire, la réconciliation ivoirienne. Mais nous estimons que la réconciliation passe par cette réparation judiciaire. Et la réparation judiciaire, pour nous, c'est de faire en sorte que toutes les personnes responsables de violation des droits de l'homme soient traduites devant un tribunal de justice. Autre chose encore que je voulais signaler, c'est l'arrestation et la détention de l'ancien président Laurent Gbagbo qui est détenu à La Haye. Le tribunal pénal a demandé également à ce que l'ex-première dame, Mme Simone Gbagbo, soit transférée à La Haye. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas rendu encore cette décision, mais nous estimons, à Amnesty International, que d'autres personnes ont également commis des crimes graves, dont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et donc, il faudrait également que sur le plan de la justice internationale, la lutte pour l'impunité ne soit pas sélective. Je voudrais, pour conclure, en ce qui me concerne, peut-être demander à ce que, que les chefs de l'État, que les autorités ivoiriennes mettent un cycle aux violations des droits de l'homme, et cela commence notamment par une justice impartiale pour tous. Et nous disons simplement que sur cette question de l'impunité, nous allons travailler. Donc notre rapport ne s'arrête pas simplement par la présentation aujourd'hui, et nous y veillerons. Peut-être il y a eu un concours de circonstances qui a fait que des personnes soient libérées, des prisonniers d'opinion, mais nous voulons faire un vrai suivi sur la Côte d'Ivoire dans notre combat pour mettre fin à l'impunité.